Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque week-end pour une analyse en deux parties, l'analyse macro-indicielle dans cette première partie et la deuxième partie, l'analyse des actions et des opportunités. Alors, cette semaine, on a pas mal de choses à se dire, puisqu'évidemment, il y a eu une énième stat inflation, une énième fois, l'inflation est montée plus que prévu, et une énième fois, le marché a d'abord baissé avant de se racheter assez rapidement. Merci à Apple qui a fini, on en avait déjà parlé, qu'à un moment donné ça allait arriver évidemment. Nvidia va se retrouver avec un certain nombre de concurrents. Apple va commencer à parler de puces IA, Intel et compagnie, et même Microsoft, un jour ou l'autre éventuellement, il viendra. Bref, euh, petit à petit, donc ça continue d'avoir des flux, et souvent la question qui m'est posée, c'est voilà, je comprends pas. On a les stats inflation qui remontent, donc essentiellement, on a de moins en moins de baisse des taux. On avait commencé au début d'année en parlant de 5-6 baisses des taux, de commencer à baisser les taux en mars, puis on a reculé, et maintenant on était en juin, et puis maintenant on va parler de juillet, et puis on parlera dans un mois potentiellement de septembre, bref, et plus que de deux baisses de taux, lapsus. Euh, et pourtant les marchés encaissent. Et ça, voilà, c'est toujours l'idée, si vous voulez, où je vous parle de cette idée d'usure des acheteurs. C'est-à-dire que les marchés encaissent, si vous voulez, et chaque support est acheté parce qu'il y a des flux. Et cette question de flux, j'y reviendrai dans des vidéos individuelles, mais c'est super important de comprendre parce que quand vous avez un marché qui est aussi fort, aussi haussier, les flux qui rentrent, si vous voulez, arrivent à contrecarrer les mauvaises nouvelles. Jusqu'à un moment où on voit que ça commence à patiner. Et globalement, on le voit depuis quelques semaines, surtout sur les valeurs de croissance, ça patine un petit peu plus. La problématique que l'on a, c'est que sur des indices comme le Nasdaq qui ont été autant concentrés ces dernières années, eh ben, il suffit en effet que Apple vous annonce une bonne nouvelle qui est achetée et qui lui permet un rebond de plus 4, plus 5%, et ça permet de compenser en fait la baisse du reste. Mais en tant qu'investisseur, c'est là où c'est important de se dégager de cette illusion des indices et de regarder l'ensemble de l'indice, de regarder à l'extérieur de l'indice un petit peu pour voir réellement comment le marché réagit à une stat. Parce que si on regarde que l'indice, on peut avoir une vue tronquée et se dire bah, finalement le marché ne réagit pas trop mal à cette stat-là, alors que en fait c'est surtout une poignée de valeurs qui pour des raisons X ou Y, et souvent en dehors de la stat en elle-même, réagissent plutôt bien, permettent à l'indice de réagir bien aussi, mais quand on regarde le reste du marché, bah, on a la vérité sur ce que pense le marché à ce moment-là. Et on sait très bien, essentiellement des boîtes qui sont plus endettées, etc., vont réagir de manière plus forte. Donc, c'est bien l'idée, si vous voulez, où là, en effet, bah, on regarde tous les indices, on analyse, mais à l'extérieur, et notamment à l'académie, etc., pour moi, ce qui est important, c'est de sortir des indices, de regarder sectoriellement pour avoir une meilleure vision, une meilleure idée de ce que le marché pense réellement. Et ce que l'on voit déjà depuis un bon mois, c'est que le marché, même s'il ne vend pas les valeurs de croissance, encore, on va dire les grosses surtout, parce qu'il a quand même bazardé pas mal d'autres, il fait quand même sa rotation. Il va chercher des valeurs plus défensives, il va chercher des valeurs plus de rendement, et surtout, on a vu, il est allé chercher des valeurs plus industrielles, plus métaux, plus énergie. Donc on est revenu sur tout ça. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, si vous voulez, c'est qu'au fur et à mesure où on range et on congestionne, on finit par arriver au bout. Et on le voit en gros cette semaine, ça a été une nouvelle semaine où on a beaucoup de zigzags, beaucoup d'hésitations. Les acheteurs sont toujours là, les vendeurs essayent d'appuyer, et on voit ils appuient de plus en plus fortement, si bien qu'on pense que ça va lâcher, et ça ne lâche pas. Mais pour autant, quand on voit que les acheteurs essayent de reprendre, ils se font bloquer assez rapidement. Donc on est typiquement dans la congestion et en attente de la sortie. Il ne faut pas sous-estimer qu'on peut sortir par le haut, bien entendu, mais il faut également se dire que éventuellement ce que l'on a là, c'est quand même des coups de butoir des vendeurs, où les acheteurs démontrent bien qu'ils sont là, mais petit à petit avec un petit peu plus de faiblesse, un petit peu plus d'usure peut-être. Mais pour autant, tant que ça lâche pas, ça lâche pas. Et pour moi, le point central, c'est 17 800 points. Si on veut croire que le Nasdaq peut faire 2 séances de baisse d'affilée, parce qu'apparemment c'est trop demandé actuellement, il va falloir casser ces 17 800. Et en cassant ces 17 800, on pourra penser que le Nasdaq peut commencer à lâcher un petit peu plus
pour refermer une partie du gap ou complètement le gap jusqu'aux 17 400, 17 500 points, qui est pour moi le prochain gros niveau. L'autre gros niveau moyen terme au-dessus duquel on restera toujours acheteur, on va dire, qui plus est, si à un moment donné, on appuie un petit peu sur le champignon pour accélérer une correction, c'est cette zone des 17 000 à 16 700 points. C'est pour moi une zone où, en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que même si le marché se met à corriger, il faut considérer qu'on va trouver des acheteurs. Alors la problématique, c'est toujours la même, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression que tout est sur la table. Même la crainte que l'Iran frappe Israël, quelque part, c'est pas vraiment un truc qui nous prendrait par surprise, puisqu'on y est préparé quand même depuis une bonne semaine. Donc c'est toujours la difficulté de se dire, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, le marché va utiliser un prétexte potentiellement que l'on connaît déjà ou un élément nouveau pour corriger. Mais il faut attendre le signal, si vous voulez. Pour moi, on parle de faiblesse, mais ce n'est pas un signal en tant que tel. Pour autant, l'investisseur est alerté, si vous voulez, que c'est maintenant qu'il faut être un petit peu plus prudent, qu'il faut faire un petit peu plus attention et qu'il faut éviter la surexposition parce que ça peut potentiellement, quand on va avoir le signal, ça peut accélérer beaucoup plus vite, surtout qu'on a des gaps sous les pieds quand même. Et notamment ce gap, je dirais, en premier lieu des 17 400, 17 500, qui est pour moi la première cible. Et après, on verra comment on rebondit, avec quelle force, etc. Donc là, je vous ai parlé du scénario qui est le scénario correctif. Mais évidemment, pour l'instant, on n'a pas les signaux, c'est juste qu'on parle véritablement d'usure. Les acheteurs prendraient un petit peu plus la main au-dessus des 18 400, mais quel est le potentiel? Aller chercher les 19 000? C'est une problématique que j'ai maintenant où l'investisseur doit se poser la question, quelle est l'exposition et le risque que je prends pour essayer d'aller gratter quelques pourcentages de plus par rapport à mon risque où, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, ça peut lâcher un peu plus sévèrement. Pour l'instant, les flux suffisent, si vous voulez, à compenser, mais on sent bien que voilà, ça commence de plus en plus à bloquer. Donc là, on est en attente, on est dans une indécision, si vous voulez, entre les 17 008 et les 18 400. Donc il faut attendre, il y a 600 points d'indécision, il faut attendre éventuellement. Si on pète les 18 400, on se dirait potentiellement 19 000. Ça serait pour moi à ce moment-là potentiellement la dernière jambe haussière. Et si on casse les 17 000, les 17 008, voilà, pour moi, j'irais viser 17 400, 17 500 jusqu'à 17 100, autour de cette zone, 17 200, 17 100 globalement. Mais pour autant, si vous voulez, cette correction ne remettrait pas en cause la tendance haussière de fond. Donc il faudrait considérer que même si on venait à dégueuler un petit peu plus rapidement, on trouverait certainement pas mal d'acheteurs sur la zone qui se rachèteraient assez rapidement. Donc on rentrerait en fait, si vous voulez, dans un marché un peu plus erratique, avec des rebonds, etc., et qui nous construirait petit à petit une figure, si vous voulez, de congestion. Pour l'instant, voilà, on a cette figure qui est plus du range, et on attend la sortie. Alors évidemment, quand je vous dis ça, j'ai un biais, puisque j'ai un gros tracker, donc je n'arrive pas à me sortir, parce que le Nasdaq s'arrête toujours à 1 ou 2%, et je pense que je vais sortir une partie à break-even, et paf, ça repart. Hier, ça a été un petit peu le même coup. Bon, à un moment donné, si vous voulez, je peux tenir la position. C'est des grosses positions, donc forcément, ça me biaise d'une certaine manière. J'essaye de rester le plus objectif possible ici dans ces analyses, donc en vous disant qu'on est toujours dans cette neutralité entre les 17 008 et 18 400. On attend le sens de sortie. Évidemment, j'ai plus un petit biais baissier, mais à ce stade-là, rien ne permet de le valider, si vous voulez, d'un point de vue purement graphique. Et ensuite, la seule chose dont on peut parler, c'est de l'usure des acheteurs. Et donc, du coup, l'idée est de se dire qu'à un moment donné, si vous voulez, quand même, l'obligataire, lui, il démontre bien que, avec la baisse des prix d'obligataire, ça veut dire que les taux sont en train d'augmenter. Donc, on valide bien, si vous voulez, qu'on repousse de plus en plus la baisse des taux. Mais là aussi, si vous voulez, c'est quelque chose où, pour moi, il faut bien faire la part des choses entre ce que le marché nous montre qu'il veut faire à court terme et ce que ça veut dire à plus moyen terme. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, à moyen terme, je reste encore sur mon scénario où l'obligataire, si vous voulez, est en train de retracer une partie du mouvement où là, on a joué et on a anticipé sur l'obligataire la baisse des taux. Et vous voyez bien que ça fait déjà plusieurs mois que petit à petit, l'obligataire, lui, nous dit bien que, lui, il comprend bien que la baisse des taux est repoussée. Donc, il fait bien remonter les taux. Et là, dernièrement, avec la stat inflation, il a mis un coup supplémentaire. Pour autant, on est venu chercher le support.
support qui va être compris entre les 91 et 92. C'est la zone qui est pour moi importante et au-dessus de laquelle je ne veux pas encore dire que l'inflation va repartir. Pour l'instant, je considère que c'est encore du rebond à l'intérieur d'une tendance de fond de désinflation. Et pour l'instant, le marché me démontre ça aussi. Donc en gros, ce que le marché est en train de nous dire, c'est qu'il va nous falloir certainement plusieurs semaines, plusieurs mois pour trancher. Il va falloir attendre des statistiques supplémentaires pour avoir une idée un petit peu plus précise de qu'est-ce qu'on joue. Est-ce qu'on joue véritablement la relance de l'inflation d'une manière durable en mode années 70, 80, donc la fin des années 70 pour le deuxième effet qui se coule, ou est-ce que voilà, c'est juste un rebond temporaire à l'intérieur d'une tendance qui va rester à la désinflation, en mode plutôt sortie de Seconde Guerre mondiale. Je vous sortirai une vidéo un peu plus précise là-dessus. Euh, et on ne sait pas. Alors bien entendu, tous les gourous de l'économie, etc., qui vous expliquent que c'est la fin du monde, vous disent que forcément, va être l'hyperinflation des années 70. On n'en sait rien, si vous voulez. L'économie, c'est pas quelque chose, c'est un paquebot, c'est pas quelque chose qui bouge comme ça d'un mois sur l'autre. C'est pour ça aussi qu'on peut toujours prétexter et taper sur la Fed en toute conscience, si vous voulez, en lui disant ah, elle réagit pas suffisamment vite. Et puis quand elle réagit vite, ah, elle réagit trop vite. Si vous voulez, c'est toujours problématique. C'est que forcément, quand vous regardez un certain nombre de statistiques, vous avez toujours une latence, vous êtes toujours en retard. Donc forcément, vous réagissez toujours avec retard. Et le but de la Fed, on a tendance à l'oublier, c'est quand même, plutôt que d'être proactive, c'est d'être réactive. Alors, avec le Covid, ça a été plutôt le contraire. Les banques centrales nous ont plutôt mal habitués, mais peut-être que là, ce qu'on est en train de vivre, si vous voulez, c'est un retour à la normalité, qui est qu'une banque centrale, finalement, ça réagit toujours avec retard, parce que son but, c'est d'être réactive et surtout pas de perdre de la crédibilité en réagissant trop vite, en maniant et en modifiant les taux trop rapidement, parce que c'était ce qui se passait il y a encore 50 ans, 60 ans, et donc en impactant l'économie et en créant des zigzags. Ce qu'ils veulent, c'est, si vous voulez, avoir des tendances et des cycles économiques le plus long possible, parce que c'est ça qui crée la confiance des opérateurs. Si vous avez, comme au 19e siècle, si vous voulez, un coup, une hausse du PIB de 4%, et l'année d'après, vous prenez -7, puis l'année d'après, +2, et après -3, ben forcément, pour avoir une vision un petit peu long terme, c'est un petit peu compliqué pour avoir de la confiance. Et donc, du coup, bah, vous ne prenez pas du crédit, vous investissez pas suffisamment, etc. Vous faites attention, vous allez petit à petit. C'est un petit peu la sinusoïdale et forcément, ça impacte le consommateur, la confiance de l'entrepreneur, etc. Et donc, l'économie globale. Donc, l'idée qu'il y a eu, si vous voulez, c'est toujours d'essayer de créer des tendances un petit peu plus longues qui permettent à chacun de se projeter, d'avoir un petit peu plus confiance dans l'avenir un peu plus long terme. Ce qui permet de se dire, bah, je vais prendre des risques, plus de risques, et donc de créer éventuellement plus de valeur. Donc on est là-dedans, on est dans cette recherche de toujours essayer de faire des cycles plus longs, et ma foi, ça a plutôt bien réussi, on a des cycles qui sont très longs depuis une vingtaine d'années. Donc là, pour moi, l'obligataire, si vous voulez, il nous envoie le signal court terme de oui, en effet, mon coco, attention à tes taux, on est en train de revenir à des taux longs qui sont à des niveaux un petit peu qui peuvent faire peur à nouveau sur les valeurs de croissance et sur l'économie, et donc éventuellement remettre sur la table aussi qu'à un moment donné ou un autre, on va reparler ralentissement économique, parce que plus les taux, si vous voulez, restent élevés longtemps, plus à un moment donné ça va coincer. Jusqu'à présent, tout a tenu parce qu'il y a eu la hausse des salaires, il y avait des réserves bancaires, d'épargne, etc., qui a permis à tout le monde de tenir, mais on va rentrer maintenant dans les mois à venir et dans les années à venir, où on a un certain nombre de sociétés qui vont se refinancer, notamment les petites. Et donc, si on se retrouve à nouveau avec des taux qui sont élevés, ben, ça veut dire moins d'investissement, etc. Et donc, à un moment donné, votre économie qui patine un petit peu plus. Vous ne pouvez pas, quand on parle des États-Unis, vous ne pouvez pas continuer à faire du plus 4% de PIB là. On est dans une année électorale aussi, donc c'est clair et net qu'on veut faire en sorte que l'inflation soit matée. Donc, vous voyez bien qu'on est continuellement piégé, si vous voulez, parce que il faut baisser les taux un petit peu pour relancer l'économie, pour être sûr qu'il n'y a pas de ralentissement juste avant les élections, pour que mon consommateur soit content. Mais en même temps, si je baisse un petit peu les taux trop tôt et que mon économie rebondit trop tôt, je peux avoir de l'inflation, du pétrole, etc. Donc mon consommateur ne va pas être content parce que l'inflation, pour lui, c'est quelque chose qui l'a traumatisé ces dernières années. Et s'il voudrait relancer ça, bah, évidemment, on a vite fait de conclure que c'est les années 70 et d'avoir peur pour la suite. Bref, vous avez bien compris le truc, c'est toujours la même problématique, c'est que la Fed, pour moi, et les banques centrales ont fait le taf.
Et maintenant, on est sur des gouvernements qui ont compensé et qui ont empêché ce que finalement le lending, et qui ont transformé en no lending, si vous voulez, la politique contraignante des banques centrales. Et maintenant, on va arriver sur les élections où à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, on ne pourra pas promettre. Alors on pourra promettre beaucoup de choses, mais on ne pourra pas derrière l'appliquer et il faudra passer un petit peu plus en mode serrage de ceinture. Donc on va manier, c'est toujours la même chose, entre les banques centrales et les gouvernements, il va falloir toujours, voilà, essayer de contrôler un petit peu les taux pour conserver la capacité de pouvoir, même dans des forts endettements, continuer d'investir stratégiquement, puisqu'on voit bien que la géopolitique, voilà, ça va être un sujet de notre époque. Et ça, voilà, c'est important de le comprendre, et c'est pour ça que je fais souvent le parallèle plutôt avec la sortie de Seconde Guerre mondiale, plutôt que les années 70. Puisque, donc voilà ce qu'on peut retenir un petit peu de ça. Le CAC 40, je vais essayer de ne pas oublier. Donc notre CAC 40, on le voit déjà depuis 2 semaines, en gros, ça bute un petit peu, mais ça construit de la figure. Ok. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que le moment où ça lâche, si vous voulez, c'est ici. Là, on fait pas mal de mèches basses. Donc on voit bien que si on finit par craquer, c'est là où on peut accélérer une correction plus forte. Mais comme pour le Nasdaq, cette correction, si vous voulez, elle peut en effet être au prorata de la hausse. Il faut savoir d'où on vient. Donc c'est-à-dire qu'on peut retracer même jusqu'au 7007 d'une manière plus ou moins violente. Il faudra le considérer comme un point d'achat. Après, il faudra voir la force du rebond, etc. Mais pour moi, ça sera un point d'achat parce qu'il faut considérer que il y a encore du flux. Et toute baisse un petit peu plus rapide, un petit peu plus appuyée, sera vue comme une opportunité de rentrer à tous ceux qui ont loupé le train, qui ont pris quelques profits, qui veulent re-rentrer, etc. Et pour moi, cette zone des 7007, c'est vraiment le gros niveau pivot pour le CAC 40 de moyen terme. Donc au-dessus de ce niveau-là, je reste positif. Et c'est un point d'achat pour moi. Mais toujours est-il, c'est comment on y va? Est-ce qu'on y va en ligne droite ou est-ce qu'on y va en crabe? Ça, j'en sais absolument rien. Je sais juste que si en effet on commence à lâcher les 8000 points de manière un peu plus prononcée, le risque en effet c'est qu'on peut à ce moment-là dégueuler un peu plus rapidement. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. À court terme, ce que l'on a, c'est la construction d'une figure en triangle. Pour l'instant, notre support qui tient, et une médiane qu'on va mettre à 8130, 8140 points, qu'il faudra redépasser pour se remettre dans le haut de la figure, et là, se dire qu'on a de quoi breaker pour une espèce de bouquet final, essayer d'aller chercher les 8003, 8004 en mode un petit peu bouquet final, parce que pour moi, voilà, ça sera un petit peu le bout du bout. On a les résultats du premier trimestre qui vont arriver, et le marché va commencer à se projeter sur le reste de l'année. Donc ça aussi, voilà, c'est à ne pas négliger. Donc on voit bien qu'on est au milieu du gué. Comme en fait, on est en train de consolider, on est toujours dans les tendances haussières et qu'on est en train de consolider. Et ce qu'on attend, c'est la sortie de ces consolidations. Soit on sort par le haut et on relance une nouvelle jambe, à mon avis, comme je vous ai dit la dernière, soit on casse par le bas et on va corriger un petit peu plus profondément et revenir un petit peu plus à un retour à la moyenne et essayer de retracer une partie du mouvement que l'on a mis en place depuis la fin d'année. Mais pour autant, voilà, je ne dirais pas qu'il y a mort d'homme, il ne faut pas prendre les jambes à son cou, il va falloir procéder par étapes. Et pour moi, une des premières étapes, c'est en effet, si on lâche un petit peu plus franchement, c'est de voir comment on va réagir autour de cette zone des 7007. Donc voilà, pour moi, on rentre dans un marché où j'ai envie d'être un peu plus observateur. J'ai envie de payer éventuellement pour jouer les rebonds, mais avec suffisamment de delta. Là, j'ai pas tout de suite envie de payer les rebonds parce que je sais qu'ils peuvent lâcher plus facilement et tout de suite, je peux me retrouver avec pas mal de stops qui sautent. Non, je veux me donner une marge de manœuvre. Donc je préférerais, si je dois jouer de rebonds, si vous voulez, je préférerais que le marché euh, dégueule un petit peu violemment. Et là, je peux me permettre, voilà, d'avoir avec une marge de sécurité d'acheter les supports. S'il le fait en mode zigzag, en mode escargot et petit à petit, bon, c'est bien parce que ça prend son temps, etc. Mais ça va pas m'intéresser parce que globalement, voilà, je vais pas avoir cette marge de sécurité pour pouvoir rentrer suffisamment bas pour me donner un petit peu d'espace dans mes potentiels et pas avoir les stops qui sont trop proches, qui sont trop loin non plus. Voilà, je sais qu'ils vont se faire désactiver très rapidement et je veux pas engraisser mon broker globalement et je veux pas passer 36 000 ordres et passer mon temps à suivre. Donc je suis plus, voilà, à me dire, je préfère rester observateur. Si ça se met à dégueuler un peu plus rapidement, là, oui, je me mettrai quelques positions, mais sinon, je suis globalement en attente.
Au niveau de notre Brent, on continue de remonter la pente. Alors Iran, Israël et compagnie, on ne sait pas, on verra bien. Toujours, pour moi, le pivot est à 100 dollars. Tant qu'on ne dépasse pas le 100 dollars, on n'est pas, je dirais, dans le côté peur, inflation et compagnie, oh mon Dieu. Pour moi, on valide plutôt avec ce retour du pétrole, certes les tensions géopolitiques, mais le fait que l'économie mondiale marche quand même très bien et qu'il ne faudrait pas oublier que on reste dans les années à venir dans un déficit, parce qu'on est dans du déficit d'investissement depuis 10 ans, donc on va continuer de le payer à ce stade-là. Et ensuite, l'or et l'argent, et je vais finir par l'euro-dollar, parce que là c'est important aussi, l'or et l'argent qui continuent leur mouvement haussier, mais qui nous font de la mèche haute. Donc on commence à bloquer un petit peu, le dollar n'y est pas étranger, évidemment. Le fait qu'à un moment donné, il y a pas des vases communicants, si vous voulez, en temps réel, si vous voulez. C'est pas parce que d'un coup on se dit, bah tiens, l'inflation revient, donc on va pas baisser les taux. Donc si on baisse pas les taux, ça veut dire que on n'est pas dans une dévaluation forte de la monnaie, et donc j'ai pas besoin nécessairement de me protéger avec de l'or, etc. Voilà, il faut bien faire la part des choses, si vous voulez, entre la petite déception, je dirais, de court terme, qui peut mettre plusieurs jours à cause des flux, avant de commencer à avoir un impact négatif sur les actifs qui ont profité jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les métaux, et le mouvement de fond de moyen terme. Parce que moi, je pars du principe, si vous voulez, que c'est pas parce qu'on repousse la baisse des taux, là, un petit peu de quelques mois, que ça remet en doute le fait que on va continuer, si vous voulez, même si on reste dans un monde avec des taux plus élevés qu'avant, on va continuer d'avoir une crainte de la dévaluation des monnaies et donc du fait qu'on est obligé d'investir en dehors du cash pour les années à venir. Et donc, essentiellement, tout le monde voit l'or comme une protection contre l'inflation, mais essentiellement, pour moi aussi, c'est une protection, c'est lié bien entendu, mais c'est surtout on voit qu'on investit, si vous voulez, pour avant tout protéger, euh, éviter le cash. Donc après, l'autre point, c'est qu'à aujourd'hui, on sent bien, justement, quand on va regarder l'euro-dollar, que le marché est en train de bien jouer, là aussi, le fait que la BCE va baisser ses taux avant la Fed. Et à partir de ce moment-là, on voit, on est revenu sur le bas de notre figure ici. Alors, je ne sais pas si peut-être on choisira une figure un petit peu plus large ou pas, mais ça, c'est des supports qui vont m'intéresser. Parce que si on commence ici à casser par le bas, le dollar est en train de rejouer son côté refuge. Ça veut dire, si vous voulez, qu'à un moment donné ou à un autre, on va commencer aussi à jouer le fait que le consommateur tire la langue. Donc on va taper sur les sociétés, on a déjà un petit peu commencé, mais on va taper sur les sociétés qui sont liées. Donc l'euro-dollar, c'est très important si vous voulez. Le monde des bisounours, si vous voulez, où tout allait bien dans le meilleur des mondes possibles et où on essayait de diversifier en dehors des US pour aller chercher la croissance et la remontée de la croissance ailleurs, c'était si, un des exemples, c'était justement si le dollar commençait à baisser. Là, en l'occurrence, on le voit depuis quelques semaines, ça se redégrade et là, on a validé la dégradation. Donc on voit bien ce système de vase communicant qui fonctionne quand même sur les monnaies et pour moi, c'est là où ça se joue. C'est sur les monnaies. C'est les monnaies qui nous disent quoi faire. Et pour moi, on a une dévaluation dans les années à venir globale de toutes les monnaies, mais ce que l'on voit, c'est que certaines monnaies vont être dévaluées plus que d'autres et que le dollar va continuer de jouer son côté refuge. Alors, il faut pas, je ne pense pas qu'il faille, à ce stade-là, de par ce mouvement court terme, remettre en cause encore tout ce dont on a parlé dans le scénario de moyen long terme. Comme je vous ai dit, pour moi, on tient encore les supports, hein, cette zone des 1,05, 1,6, c'est la zone de support, on va la tester, la figure est assez longue, donc voilà, on ne fait que repousser, si vous voulez, l'échéance du scénario un peu plus moyen long terme, mais voilà, on va chercher le support à ce stade-là, donc on a le marché qui nous dit quelque chose de court terme, mais qui ne remet pas encore en cause le moyen long terme. Donc ça, pour moi, voilà, c'est important. Je vous ferai un certain nombre. Alors, on en parle déjà depuis quelques vidéos, vous savez un petit peu mes vues, mais je ferai là, dans les semaines à venir, je ferai des vidéos un peu plus succinctes, précisément sur les sujets comme ça, pour aider tout le monde potentiellement à imbriquer les pièces du puzzle et comprendre petit à petit ce qu'on va jouer. Parce que pour moi, concrètement, ce que le marché est en train de nous dire là, c'est que voilà, on va re-rentrer dans une phase, si vous voulez, où on va se regarder un petit peu dans le blanc des yeux, on va faire du zigzag, etc., hésiter, avant d'avoir suffisamment de données pour jouer la prochaine tendance. Donc c'est ça qui va nous intéresser maintenant, c'est la construction de qu'est-ce que veut le marché.
Est-ce que le marché veut vraiment jouer un dollar fort à nouveau, revenir sur la parité avec tout ce que ça veut dire derrière sur qu'est-ce qu'on va privilégier en actif, de quoi on a peur, est-ce que du coup on remet le gros mot récession sur la table, etc. ces prochains mois? Voilà, il y a plusieurs implications sur ça. Ou au contraire, c'est juste on revient sur un support, mais on continue de valider la figure et on va continuer de la construire. C'est juste que on a remis à plus tard le scénario global qu'on avait exposé, ici, où, on avait, des actifs qui allaient, revenir un petit peu en dehors des US. Non, là, on continue d'être dans du dollar fort, sur le court terme, ce qui valide bien que le marché, voilà, dès qu'il s'inquiète un petit peu, on revient très rapidement sur le dollar. Voilà, la dédollarisation, pas pour tout de suite. Voilà pour cette vidéo, on va passer, directement à la partie 2 avec les actions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder la vidéo, que je vous mets une petite vignette d'une vidéo, pour aller un petit peu plus loin. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je publierai à partir de la semaine prochaine sur des points précis pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Et on continue. Abonnez-vous. En description, vous avez un lien pour vous abonner à la newsletter également, pour recevoir tous les partages, toutes les chroniques. J'essaye d'en faire 2 ou 3 par semaine. Toutes les chroniques justement que je fais quasiment au quotidien, avec le partage de mon portefeuille, là où j'essaye d'aller, etc. Et actuellement, voilà, j'ai passé la semaine surtout à sortir un petit peu de mes positions acheteuses et à conserver mon short qui peut-être finalement un jour je vais pouvoir, m'en sortir, mais ça restera un très mauvais trade. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous à la seconde, il y avait un petit accent, du sud, mais je vous donne rendez-vous à la seconde vidéo, pour parler des actions. Salut les graphes et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est clair et en tout cas, voilà, je ferai les petites vidéos. Peut-être que ça aidera certains à mieux imbriquer les choses. Salut et bon week-end encore une fois.